Chers auditeurs de Radio Mercure, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre émission mensuelle intitulée « Un entrepreneur, une vie ». Nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui un jeune homme plein de talent et d'énergie qui s'appelle Adrien Biesmans, qui se situe en Belgique à Bruxelles. Nous voilà en train de remonter vers le nord après notre émission du mois passé qui était consacrée à un entrepreneur de la ville de Charleroi. Et donc, bonjour Monsieur Biesmans, c'est un plaisir de vous voir. Vous lancez une nouvelle initiative dans le cadre de votre future activité indépendante. Cette initiative est articulée autour de la question du corps, du sport, du coaching, du développement personnel et de la santé. Alors, cher monsieur, vous lancez cette initiative toute particulière. Pouvez-vous nous la décrire ? Bonjour, je suis très content d'être présent parmi vous. C'est mon premier podcast, donc voilà. Je suis coach, personal trainer depuis maintenant 2019 et mon initiative, c'est qu'en fait, je propose des programmes d'entraînement personnalisés en ligne. Ce qui se passe, c'est que voilà, j'ai des services de personal training, mais c'est en physique. Ça se trouve à Gênes, donc dans le nord de Bruxelles. Et j'ai eu énormément de demandes, mais malheureusement, les gens étaient trop loin. Donc, on sait que principalement pour faire du sport, c'est assez difficile quand il faut se déplacer pendant des longues distances, on est découragé. Donc, l'initiative que je propose, c'est donc des programmes d'entraînement personnalisés à travers une application avec un suivi à distance et bien sûr avec la méthode d'entraînement que j'applique, donc pour aider les gens à se transformer, qui est des entraînements personnalisés, une vraie stratégie d'entraînement, de la nutrition, mais je ne suis pas nutri-comptable, donc je ne suis pas pour compter les calories et se sacrifier. C'est vraiment plus, pour moi la méthode, c'est plutôt 80-20. Si on fait attention à 80% de ce qu'on mange, des aliments nutritifs et non transformés, alors on peut se permettre 20% d'écart, plutôt pour nourrir l'esprit, disons. 80% pour nourrir le corps, 20% pour nourrir l'esprit. Et alors aussi travailler sur l'esprit, parce que c'est la base, et le changement d'identité, pour vraiment permettre une transformation et changer les habitudes et les croyances ancrées. Alors, qu'est-ce que vous appelez changement d'identité ? Alors, ce que j'appelle ça, c'est que par exemple, on a des croyances que moi-même étant par le passé très chétif, donc j'étais très petit, j'étais très mince, j'avais très difficile avec mon corps et j'ai eu pendant longtemps difficile à changer mon corps, à changer les habitudes qui m'ont permis de changer parce que j'avais des pensées qui m'empêchaient d'y arriver, qui me disaient non, tu n'y arriveras jamais, regarde dans quel état tu es, énormément se comparer aux autres. Et en changeant cet état d'esprit en quelque chose de constructif, en nourrissant un peu grâce à mes frustrations cette envie de réussir, cette envie de transformer mon corps, de me sentir mieux, j'ai pu y arriver. Et j'applique des petits outils de visualisation, des outils de développement personnel en fait, qui aident vraiment à un peu reprogrammer son esprit parce que si on veut déjà changer, si on veut se transformer physiquement, mentalement, il faut déjà avoir la croyance que c'est possible. Parce que si on pense que c'est impossible, alors on n'y arrivera jamais et on va se démoraliser très très vite. En l'occurrence, permettez-moi de vous dire que vous en êtes la preuve vivante. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Alors, vous parlez de changement personnel, de modification des croyances personnelles, et donc cela m'amène naturellement à vous demander quelles sont les valeurs que vous prônez au sein de cette expérience de développement physique et mental. Quelles sont vos valeurs personnelles ? Les valeurs personnelles que j'ai, c'est le courage, c'est la liberté, la positivité, le dépassement de soi, la discipline, la force et l'écoute. Alors, qu'entendez-vous par liberté ? Liberté, donc comme j'ai parlé des croyances limitantes, se libérer en fait de nos pensées, parce que souvent notre propre saboteur c'est nous-mêmes. Et donc le fait de se libérer de ses propres croyances limitantes, et ça peut être dans n'importe quel domaine. Je parle là vis-à-vis du sport, mais ça peut être tout à fait vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Penser que non, ce n'est pas possible, parce qu'on fait telle ou telle chose. Si déjà on se sabote, c'est comme un boxeur qui va sur le ring et qui croit déjà qu'il va perdre. D'office, il va perdre. Donc c'est déjà se libérer de nos pensées. Si on libère nos pensées, tout est possible.
Donc c'est en quelque sorte vivre et incarner son but. Tout à fait. Voilà. Donc vous inversez un peu la cause et l'effet. Il faut suivre l'effet pour être la cause de son succès. Je pense que les deux sont possibles, mais vraiment en changeant plutôt ce qui est à l'intérieur de nous, on a beaucoup plus d'impact sur changer sur nos actions et donc sur changer la manière dont on réagit aux choses et par la suite, en fait, créer un autre environnement. Ce que vous dites fait penser à certaines spiritualités asiatiques. Vous dites en quelque sorte que l'esprit transforme le corps. J'en suis la preuve parce que c'est comme ça que ça a fonctionné. Je pense que le corps influe sur l'esprit. On a les pensées de notre corps, mais notre esprit influe aussi sur le corps et ça va dans les deux sens. C'est ça. Donc c'est un phénomène rétroactif, c'est une bijection entre l'esprit et le corps. Tout à fait. Alors, certains spirituels hindous ou bouddhistes, certains grands mystiques chrétiens ou musulmans seraient tout à fait d'accord avec vous, je pense. Mais écoutez, c'est ma perception des choses. Je ne suis pas lié à une quelconque religion. Par contre, j'applique une philosophie de vie hawaïenne qui vient de mon concept, qui s'appelle les 7 principes du Huna, qui sont une philosophie de vie et des valeurs à appliquer. Oui, alors justement, vous poussez dans un couloir assez amusant parce que le nom de votre initiative est Maka Maka. Alors évidemment, moi je dois bien vous avouer que j'ai souri la première fois que j'ai entendu cela. Ça m'a d'ailleurs inspiré bien des jeux de mots et des traits d'humour. Et j'aimerais savoir, surtout pour nos auditeurs, bien sûr, d'où vient cette appellation et pourquoi l'avoir spécifiquement choisie. Parce que Maka Maka, c'est inoubliable quand même. Merci. Maka Maka, en fait, c'est hawaïen de base et ça veut dire ami. Donc ami, mais pas simplement ami, ça veut dire ami proche plutôt. Et c'est la démarche en fait que je prône dans mes coachings. Je ne me pose pas en coach moralisateur qui va donner des ordres, dire tu dois manger autant et compter autant pour arriver là où tu veux, mais plutôt en ami, en grand frère qui va venir et qui va essayer d'aider la personne pour qu'elle atteigne son objectif, mais sans pour autant se sacrifier et vivre cette souffrance, en fait, se dire que nous, on doit souffrir comme des malades pour arriver là où on veut. On peut très bien faire que le processus peut être agréable. Bien sûr, ça va demander de la discipline, bien sûr, ça va demander de la force de caractère, de la motivation, mais on peut l'enrober, le mettre dans une forme qui est plus agréable et qu'on garde notre motivation et notre envie de réussir, un peu cette flamme, en fait, au fond de nous et la nourrir, pour qu'elle devienne plus grande et voilà. En fait, vous cherchez un équilibre entre joie et frustration. C'est un peu comme la question des régimes yo-yo, où la personne ne mange plus que des feuilles de salade et une cuisse de poulet par jour en buvant 3 litres d'eau. Et puis on la retrouve évidemment dans une pâtisserie en train de dévorer un merveilleux chocolat parce qu'elle craque. Donc est-ce qu'on ne peut pas dire la même chose des obsédés de la salle qui à un moment donné souffrent tellement qu'ils abandonnent et se précipitent, puisque nous sommes à Bruxelles, place Flaget, pour dévorer 3 paquets de frites sauce andalouse avec des cervelas? Je pense tout à fait ça, parce que moi-même l'ayant vécu, ayant fait des diètes restrictives, et voilà, j'ai fait ça pendant un moment, puis au bout d'un moment, on pète un câble, je vois une tarte brésilienne... vous me rassurez. Non, une tarte brésilienne dans une boulangerie, je l'achète et je me l'enfile en une gorgée presque, et donc après, il y a voilà, on s'en veut, il y a un peu ces remords. Et donc, l'ayant vécu, je ne sais que ça ne fonctionne pas, d'autant plus que ces régimes yo-yo, oui, on obtient les résultats, mais on perd énormément de masse musculaire. On va perdre du gras, mais on va perdre de la masse musculaire parce qu'il faut nourrir cette masse musculaire. Et si on n'apporte pas assez de protéines, assez de nutriments, on perd cette masse musculaire. Et ce qui fait qu'après, quand les gens remangent comme avant, parce que moi, je parle plutôt de rééquilibrage alimentaire. Que les gens puissent adopter des nouvelles habitudes alimentaires, mais qui restent dans le temps. C'est des petites choses, des petites habitudes qui vont rester et qui vont créer un grand changement, parce que c'est ces petits actes qui, sur la durée, vont faire que les gens vont être beaucoup plus disciplinés, mais surtout qu'ils vont arriver à leur objectif et sans sentir cette souffrance. Pour moi, le mode de pensée où on se dit on va à 100% ou on fait rien,
pour moi, c'est une aberration. Pourquoi? Parce qu'on va aller à 100%, on va se donner à fond, comme les gens qui commencent le sport début janvier ou en septembre, mais on va se décourager très très vite. Après le mois de septembre, déjà 2 premières semaines après septembre, on ne les revoit plus. Pourquoi? Parce qu'ils se brûlent, ils font une espèce de burn-out, ils font trop d'efforts, alors que moi je préconise plutôt d'y aller doucement, crescendo. Et au plus on va être dedans dans le rythme, au plus on va s'habituer, au plus on va développer les habitudes et on va aussi adapter cette nouvelle identité. Quelqu'un qui n'a jamais fait de sport et qui ne se sent pas sportif, le mettre à aller courir tous les jours, à aller faire ci, faire ça, soulever des charges, il va sentir que ce qu'il veut devenir et ce qu'il est actuellement est beaucoup trop loin. Tandis que si on lui met une petite étape ici, il va dire « Ah oui, là je peux y aller, j'y arrive ». Boum, il va être là, ok, il va développer un peu les habitudes pour cet objectif-là. Et puis la prochaine étape, boum, et jusqu'à arriver à son objectif final, quel qu'il soit. Mais je pense que c'est vraiment la meilleure méthode pour créer une transformation durable dans le temps. Oui, en effet, ça fait penser un peu, ce que vous dites me fait penser à une méthode qui a été développée par un Américain qui s'appelle la méthode Ashton, qui permet à certaines personnes de se désintoxiquer progressivement des anxiolytiques. Non pas en arrêtant en une seule fois et en ayant des phénomènes de craving absolument insupportables, mais en retirant à la lime sur chaque gélule un tout petit peu de poudre du médicament chaque semaine. Et elles arrivent sans trop de difficultés à s'en passer à la fin. Et donc ce que vous dites évoquez cela, et je veux bien croire que cela fonctionne, puisque de grands scientifiques américains disent que cette technique des petits pas est la plus efficace. Je pense aussi que c'est beaucoup plus efficace parce que ça crée une acclimatation petit à petit. Parce que sinon, on est en conflit entre ce qu'on veut devenir, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on veut atteindre, et ce qu'on est actuellement. Alors que le but, c'est de mettre des petites étapes. Si par exemple, maintenant, je vous demandais de courir 20 km directement alors que vous n'avez jamais couru, ça n'ira jamais. Il faut commencer étape par étape. Et là, c'est une méthode exactement que je prône, mais par rapport au sucre. Parce que le sucre, c'est extrêmement addictif. C'est considéré comme une drogue. Ils ont fait des tests avec des rats. Ils ont remarqué que le sucre est 7 fois plus addictif que la cocaïne. Donc, quand ils mettaient des rats dans une cage, ils leur mettaient de l'eau avec du sucre et de l'eau avec de la cocaïne. 9 sur 10, ils allaient prendre le sucre plutôt que la cocaïne. Et moi-même étant anciennement addict au sucre, donc je viens d'Amérique latine. Vous me rassurez. Non, pas la cocaïne. non, trêve de plaisanterie, bien sûr. J'étais addict au sucre parce que ma mère étant enfant en Amérique latine, c'était coca dans le biberon, à même pas 1 an. Voilà. Donc ça fait que j'ai eu extrêmement dur à me décrocher du coca, du sucre. Et il a fallu rééduquer mon palais et ça s'est passé par petit à petit éliminer le sucre, en fait rééduquer mon palais, parce que le sucre appelle le sucre. Quand on va dans un vice, au plus on va dedans, au plus on le développe, on développe cette envie du vice. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de développer cette force de caractère et se dissocier petit à petit du vice pour pouvoir le diminuer et diminuer cette emprise que le vice il a sur nous en fait. Oui, tout à fait. Vous appelez un cercle vertueux, vous appelez à un retour à la forme et à la santé par la méthode des petits pas. Tout à fait. Eh bien, continuons donc dans cette logique de maca-maca, d'amis proches, comme vous disiez tout à l'heure. Vous avez un sigle, d'ailleurs pour ma part, je suis ravi d'en avoir l'autocollant sur mon agenda, un sigle qui fait penser à un masque. Pourquoi cet attrait pour les coutumes et les rites hawaïens ? Alors, j'aime beaucoup la culture hawaïenne parce que je trouve qu'il y a des valeurs vraiment très intéressantes, des valeurs de courage, des valeurs de famille, d'amour aussi, parce que aloha en hawaïen est utilisé pour dire bonjour, mais ça veut dire aussi amour. Et donc cette espèce de bienveillance, je trouve ça très intéressant. Je trouve que c'est quelque chose qui manque peut-être un peu dans nos cultures du Nord, cette bienveillance vis-à-vis de son prochain. Et aussi, j'applique dans ma vie les 7 principes du Huna, donc j'ai un peu parlé brièvement, qui sont des valeurs de vie. Donc, par exemple, je peux vous citer, il y en a 7. Donc, il y a la conscience, le fait d'être conscient que le monde est ce qu'on pense qu'il est. La liberté, le fait que nous sommes prisonniers de nos pensées, donc il faut se libérer de nos pensées limitantes et tout est possible.
La concentration, le fait que l'énergie se concentre là où on porte notre attention. L'amour, aloha. Donc l'amour, mais il traduit ça plutôt dans le sens d'être heureux avec ce qu'on a. Donc déjà être dans la gratitude de ce qu'on a. Le moment présent, c'est dire qu'il n'y a que maintenant qu'on peut agir. Le passé n'existe pas, donc ne pas vivre dans le passé et ne pas vivre dans le futur, parce que ça peut créer de l'anxiété dans le moment présent. Vivre dans le moment présent, faire ce qu'il faut, les actes qu'il faut pour arriver où on veut, mais sans se projeter forcément de manière... On peut se projeter, mais sans créer une anxiété, parce que certaines personnes créent de l'anxiété directement maintenant en projetant et en voyant le pire dans le futur. Il y a aussi le pouvoir donc dans le sens, pas le pouvoir du style du contrôle, mais le pouvoir vient de l'intérieur de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui avons les clés en main, qui pouvons créer notre réalité. Voilà. Il y a aussi la justesse, la positivité, le fait qu'il faut s'attendre toujours au meilleur. Donc que le meilleur est possible et en s'attendant au meilleur, généralement le meilleur arrive. Quand on fait des plans catastrophes, en général les plans catastrophes arrivent aussi. Pour revenir sur la notion de justesse, est-ce que vous pourriez peut-être mieux la cerner pour nos auditeurs? Oui, donc la justesse dans le sens qu'une chose qui est juste pour moi n'est peut-être pas forcément juste pour vous. C'est pourquoi moi j'adapte mes programmes à chaque personne, parce qu'une personne n'est pas l'autre. Donc je ne peux pas faire un programme d'entraînement pour une personne et lui dire « ça fonctionne pour tout le monde, tiens voilà, entraîne-toi, clé en main ». Non, c'est pour ça que je fais un accompagnement, je fais des modifications quand nécessaire. On n'a pas le même passé, on n'a pas le même corps, on n'a pas les mêmes pathologies. J'ai des personnes qui ont des problèmes à la coiffe des rotateurs au niveau de l'épaule. J'ai des personnes qui ont syndrome d'essuie-glace au niveau du genou, qui ont un manque de mobilité au niveau de la cheville et ça peut les empêcher de faire les exercices correctement ou même les blesser. Donc c'est pourquoi moi je pense que vraiment chaque personne devrait personnaliser leur entraînement et être suivie par un professionnel. Dans votre secteur, en tout cas pour ce que j'en connais à Bruxelles, il existe une concurrence absolument épouvantable. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui se positionnent sur le terrain du développement personnel, du développement intellectuel, spirituel et musculaire. Et donc par conséquent, je vous pose une question un peu simple, mais êtes-vous conscient du degré de pression alors que vous lancez votre activité qui règne dans ce domaine à Bruxelles et en Belgique plus largement, d'une part, et d'autre part, quelles sont les stratégies que vous adoptez par rapport à cette pression concurrentielle? J'en ai fortement conscience parce que depuis que j'ai commencé d'ailleurs en 2019, cette concurrence a toujours été présente et elle est de même de plus en plus forte parce que maintenant justement dû au programme en ligne où on peut toucher beaucoup plus de monde et à distance. Mais je le vois d'une manière un peu plus positive. Déjà, c'est dans les valeurs Makamaka, positivité, courage. Dans le sens que s'il y a énormément de concurrence, c'est qu'aussi il y a une forte demande. Et la demande est croissante. Parce que sinon, il n'y aurait pas assez pour tout le monde. Et je pense qu'il y a déjà donc une demande qui est plus forte. Les gens sont en demande de changement, de bien-être. Parce que dans nos sociétés, on est de plus en plus déconnectés de nous-mêmes, déconnectés de notre corps, déconnectés de notre état psychique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de plus en plus, j'entends depuis Covid, énormément de psychologues sont pleins, tellement qu'il y a de la demande. Et deuxièmement, je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça pousse alors les personnes comme moi à essayer de trouver des nouvelles méthodes pour améliorer leur service. Moi, je me pose et je réfléchis, ok, comment est-ce que je peux, parce que mon but, donc je ne vends pas du personal training, ce que je vends, ce que je propose, c'est une transformation physique et mentale. La personne est à un point A, comment est-ce que je peux l'aider dans tout son processus, la guider au mieux pour qu'elle puisse atteindre le point B et arriver à atteindre ses objectifs dans un délai raisonnable. Donc c'est pour ça que j'apporte des outils, j'apporte des formations complémentaires, avec savoir comment respirer quand on est débutant, savoir comment engager ses abdos, qu'est-ce qu'il faut entraîner dans un premier plan. Donc toutes des choses que j'ai appliquées moi-même avec l'expérience
depuis 5 ans avec les gens que j'ai suivis et j'ai pu déceler qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui amène la personne le plus rapidement possible à son résultat. Et aussi proposer un accompagnement personnalisé, voilà, où la personne est en contact avec moi, où je la motive, où il y a vraiment un suivi. Même si c'est à distance, il y a quand même un suivi parce que les gens ont besoin d'être encadrés, structurés, mais aussi épaulés dans leur démarche pour que ce changement d'identité s'opère. Parce que quand on veut changer d'identité, si déjà une personne croit en nous, c'est déjà limite dans la poche. Et donc, comment je me fais connaître dans cette concurrence? Je pense que déjà, chaque coach, on a tous une personnalité propre à nous, on a tous des valeurs propres à nous. Et je pense qu'à travers ma personnalité, qui je suis, je peux peut-être évoquer plus quelque chose chez une personne ou chez l'autre par rapport à mon vécu. Donc, étant anciennement mal dans ma peau, très timide, j'étais même un petit peu harcelé à l'école jusqu'au moment où j'ai décidé de changer, de me mettre justement en fitness et ça m'a permis de canaliser toute ma frustration et d'atteindre un physique dont je peux être fier maintenant. Ah, vous pouvez, en effet. Et donc, dans la prolongation de cet exposé que vous faites, fatalement, vous avez créé votre propre site web. Quelle est son adresse? Alors, c'est www.makamacafit.com. Makamaka, donc M-A-K-A-M-A-K-A. Voilà, donc www.m comme maman, A-K-A, M-A-K-A-F-I-T.com. Makamacafit.com. Et donc j'invite tous nos auditeurs à aller visiter ce très beau site web. Et quelles sont vos stratégies de communication? Parce qu'un site, c'est très bien, mais ça ne suffit pas généralement à se faire connaître. Ça sert de carte de visite quand on est connu, dans la plupart des cas, étant donné la saturation du web en ces matières. Et donc, par conséquent, comment sortez-vous du web dans la réalité? Par quels moyens, webmatiques ou non, vous faites-vous connaître? Parce que vous lancez votre initiative, donc tout à fait. Il est important de prendre de la hauteur le plus vite possible. Alors principalement via les réseaux sociaux, surtout Instagram, que j'utilise depuis un moment, et maintenant depuis peu aussi TikTok. Donc voilà, le nom c'est toujours le même, Makamacafit. Et depuis peu aussi des flyers que je vais déposer un petit peu dans les boîtes aux lettres à proximité de chez moi pour mettre en avant mes personal training sur Jette, car j'ai mon propre studio d'entraînement sur la commune de Jette. Voilà, principalement ces deux méthodes-là. Et en passant sur Radio Mercure. Et Radio Mercure maintenant depuis peu, donc... Et nous n'hésiterons pas à faire le plus de bruit possible pour vous faire connaître en ce sens. Parce que votre initiative en vaut véritablement la peine. Et donc, par conséquent, on doit se poser une question. Vous souligniez tout à l'heure qu'il y avait de plus en plus de demandes dans ce domaine. Mais est-ce à dire en creux, en négatif, que vous pensez que la société européenne dans laquelle nous vivons est devenue invivable? Je pense qu'on vit des temps durs. Depuis le Covid, depuis la crise, je pense qu'on vit vraiment des temps durs et que si on veut tenir le coup émotionnellement, mentalement, on doit trouver des techniques, des outils ou se diriger vers ce qu'on aime faire. C'est pour ça que je lance d'ailleurs mon initiative, parce que je suis passionné de sport. Le sport m'a aidé depuis tout jeune et le sport m'a aidé à me transformer. Et je suis convaincu que si j'aurais aidé ma famille, mon père aurait pu mieux vivre sa fin de vie. Et c'est pour ça que je veux aider le maximum de personnes. Et je pense qu'on a besoin de ces valeurs, on a besoin de courage pour tenir. Parce qu'une personne maintenant qui travaille et qui gagne un salaire de misère, mais il faut avoir beaucoup de courage pour tenir dans la société où on est. Il n'y a plus des valeurs humaines. Mon père me le disait encore. Parce que mon père est très âgé, il est décédé il y a quelques années. Il m'a eu très très tard, donc il est né en 1939 et il m'a eu à l'âge de 51 ans. Donc il est vraiment de l'ancienne génération bruxelloise, donc vraiment bruxellois de naissance. Et il m'expliquait vraiment que maintenant, à notre époque, il n'y a plus que de l'arnaque.
les gens n'ont plus de valeur humaine, c'est vraiment de l'arnaque, les sociétés, c'est le même principe. Donc moi, je veux venir avec quelque chose qui a du sens et montrer aux gens qu'ils sont importants, qu'on peut développer ces valeurs humaines, qu'on peut vraiment être bienveillant vis-à-vis de l'autre et recréer un peu des liens, mais des liens qui ont du sens. Donc vous attestez, et monsieur votre père aussi, hélas défunt, hélas, mille fois hélas, vous attestez qu'il y a un phénomène de décomposition de la société en Europe du Nord à tout le moins. Oui, je pense qu'avec les politiques qui sont mises en place et l'austérité générale maintenant qui est instaurée, ça devient de plus en plus difficile pour tout le monde. Donc c'est pour ça que je pense que les valeurs de courage sont très importantes. On peut se positionner donc comme une victime et dire que c'est la faute de la société, c'est la faute des autres, c'est impossible, on n'y arrivera jamais. Ou on peut se positionner comme un guerrier, que oui, les choses nous font peur, oui, on va devoir changer, oui, il y aura de la discipline à mettre en place, il y aura de l'adversité, mais on peut y arriver. Et ça demande simplement du courage et ça demande de se développer son esprit, son corps, mais essayer de trouver aussi les bonnes personnes qui peuvent nous aider. Mais ça demande simplement de se focaliser, de se concentrer sur quelque chose. Et les choses arrivent vers nous. Donc le salut collectif passe par le salut de chaque individu. Tout à fait, parce qu'on ne peut pas changer les autres, on ne peut changer que soi-même. Absolument, et en se changeant soi-même, on contribue au changement de la société. Tout à fait. Eh bien, écoutez, c'est avec plaisir que nous avons reçu le père fondateur de Maca Fit. Donc, je vous renvoie toujours vers son site internet www.macafit.com, tout à fait, makafit.com. Eh bien, cher monsieur Bisman, cher Bruxellois, eh bien, merci d'être venu dans cette émission de notre cher Radio Mercure. Nous vous souhaitons le meilleur pour le développement de votre activité naissante et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour la diffuser au mieux sur nos réseaux. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. J'espère que vous reviendrez bientôt chez nous. À bientôt, merci de m'avoir reçu. Au revoir.